Bonjour et bienvenue sur Terra Adventum. Aujourd'hui, nous allons décrypter le deuxième et le troisième chapitre de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Je vous invite dans un premier temps à aller visionner la vidéo sur le décryptage du chapitre 1. Le lien en description. Donc Lidenbrock a classé ces minéraux en 3 grandes divisions. Les minéraux inflammables, donc on doit certainement y trouver le charbon, le soufre, le phosphore, le bismuth. D'ailleurs, beaucoup d'éléments chimiques peuvent s'enflammer facilement, mais en termes de roches et de minéraux, c'est beaucoup moins courant. Les minéraux métalliques, on doit certainement y trouver tous les minerais de fer, de zinc, de cuivre, d'or, d'argent, etc. Enfin, de tous les métaux. Et les minéraux lithoïdes. Alors, lithoïde veut dire qui a l'apparence d'une pierre. Donc je pense que ce sont tous les autres minéraux, toutes les autres roches qui ne sont ni inflammables, ni riches en métaux, comme le quartz, le feldspath, etc. Et j'imagine mal que le quartz soit absent de sa collection. Aujourd'hui, la classification utilisée pour classer les minéraux est la classification de Strunz, qui partage les minéraux en 10 groupes. Les éléments natifs, les sulfures, les oxydes et hydroxydes, les halogénures, les carbonates et les nitrates, les borates, les sulfates, les phosphates, les silicates et la matière organique. Axel s'amuse à épousseter, à nettoyer ces graphites, ces anthracites, ces houilles, ces lignites, ces tourbes. Ces 5 éléments font partie de la lignée du charbon. Des débris végétaux s'accumulent dans de l'eau peu profonde, faible en dioxygène. La matière organique ne se décompose pas, ce qui au cours de la sédimentation, avec une montée de la température et de la pression, rend de plus en plus riche la matière organique en carbone. Elle devient donc tourbe à 50% de carbone, lignite à 55%, puis houille ou charbon au sens strict à 75%, puis anthracite à 95%, et enfin graphite à 100%. Dans sa collection, on y trouve aussi des bitumes ou asphalte qui est un composé d'hydrocarbures, c'est du pétrole extra lourd, quasi solide. Des résines. Les résines, ce sont des substances solides ou très visqueuses issues des végétaux. L'exemple le plus connu est bien sûr l'ambre. Les sels organiques, ce sont des sels, donc un composé ionique, composé de cations et d'anions, qui sont organiques, donc composés de carbone. Ce sont par exemple les acétates, comme l'acétate de sodium utilisé dans les chaufferettes et l'acétate de cuivre. Le professeur Lidenbrock est assis sur un fauteuil garni de velours d'Utrecht. Alors, c'est un tissu composé de coton, de lin et de mohair, fabriqué comme son nom l'indique à Utrecht, aux Pays-Bas. Apparemment, Lidenbrock a trouvé un vieux livre. Bozerian, Kloss ou Purgold encore, ce sont des relieurs. En effet, Lidenbrock a donc trouvé un vieux bouquin. Un merveilleux volume. Donc ce livre qu'il a trouvé et qui le met dans un état d'euphorie, laissant Axel dans l'incompréhension, est Heimskringla, ou la saga des rois de Norvège. C'est un recueil de sagas islandais écrit en 1225 par Snorre Sturluson. On peut remarquer que Lidenbrock le nomme le fameux auteur islandais du XIIe siècle. Alors même s'il est né au XIIe, ses livres datent du XIIIe siècle. Le livre parle, comme l'indique Lidenbrock, de la chronique des princes norvégiens qui régnèrent en Islande. Le livre n'est même pas une traduction, mais en langue originale. L'islandais admet effectivement 3 genres, le masculin, le féminin et le neutre, et décline les noms propres en 4 cas, nominatif, accusatif, datif et génitif. Le livre est écrit en runique. Ce sont des runes. Et Lidenbrock explique très bien ce que c'est des runes. Donc, c'était des caractères d'écriture
usités autrefois en Islande, et suivant la tradition, ils furent inventés par Odin lui-même. Odin qui est bien sûr le dieu principal de la mythologie nordique, dieu du savoir, de la guerre et des morts. Un parchemin tombe du livre. Ce sont aussi des runes, même du Futhark récent utilisé à partir du IXe siècle. Lidenbrock n'a donc plus qu'une chose en tête, décrypter ce message, en oubliant même de manger. Mais on peut comprendre qu'il a un peu de mal parce que certains caractères ne font pas partie des runes du Futhark récent. Mais essayons quand même de le traduire, avant de voir le résultat d'Lidenbrock. Voici ce que moi j'arrive à traduire avec l'alphabet runique présent sur Internet. Fin du deuxième chapitre. Mais analysons tout de suite le troisième. Lidenbrock jure par Saint-Michel, qui est le saint patron de l'Allemagne et de bien d'autres pays d'ailleurs. Voici la traduction de Lidenbrock et d'Axel. Je vous remontre ma traduction avec en bleu une traduction similaire avec Lidenbrock et en rouge ce qui n'est pas pareil. Évidemment, que ce soit l'une ou l'autre, ça ne veut rien dire. L'énigme n'est pas finie. Voici ce que le professeur d'ailleurs en dit. C'est ce que nous appelons un cryptogramme, dans lequel le sens est caché sous des lettres brouillées à dessein et qui, convenablement disposées, formerait une phrase intelligible. Quand je pense qu'il y a là peut-être l'explication ou l'indication d'une grande découverte. On apprend que le parchemin a été écrit après le livre, car le double M n'existe seulement que depuis le XIVe siècle. Alors que, je vous le rappelle, le livre qui est bien réel est de 1225. Des runes sont représentées pour signaler qui était le possesseur de ce livre et donc le créateur de l'énigme. Traduisons-le ensemble. On commence avec cette rune qui ressemble à 1, qui n'est pas indiquée dans l'alphabet runique, mais que Jules Verne traduit ici comme un A. Puis c'est un R, un N, un N, et même si celle-ci pourrait être un A, ici on le traduit avec un E. Son prénom donc, Arn. Puis son nom alors, S, A, K, N, U, 2 S, E, M, le double M. Ce qui donne Arn Saknussemm. Est-ce un personnage réel, un personnage fictif? Bon, Jules Verne l'a bien inventé, c'est un personnage fictif, qui est décrit ici comme un savant alchimiste célèbre, du XVIe siècle. L'alchimie était à l'époque très en vogue. On imagine bien sûr les alchimistes comme des sortes de magiciens avec plein d'alambics et d'instruments divers. Ce qui est assez vrai. Les alchimistes pratiquaient, ou du moins essayaient de pratiquer des transmutations, c'est-à-dire des transformations d'une substance en une autre. Leur but ultime était évidemment de créer la pierre philosophale, qui transforme les métaux comme le plomb en or, et qui permettrait de s'enrichir, mais aussi de guérir les maladies. Lidenbrock nomme quelques alchimistes qui, eux, ont réellement existé. Avicenne, alchimiste ou plutôt médecin, c'est un philosophe persan qui étudia la médecine selon les principes d'Aristote. Roger Bacon, alchimiste anglais du XIIIe siècle, qui est l'un des pères de la méthode scientifique. L'expérience est la seule source de certitude. Raymond Lulle, lui était un philosophe et théologien du XIIIe qui méprisait l'alchimie. Mais il existe en fait un ouvrage d'alchimie qui porte son nom. Cependant, aujourd'hui, on est presque certain que c'est un imposteur qui l'a écrit et que quelqu'un d'autre donc l'a écrit et a mis le nom de Lulle. Paracels était plutôt un médecin, philosophe suisse du XVIe, mais il pratiqua aussi la chimie. Heureusement, Lidenbrock ne s'est pas trompé, il y a bien 132 lettres, 79 consonnes et 53 voyelles. Ce qui nous fait 60% de consonnes et 40% de voyelles, soit 3 consonnes pour 2 voyelles, ce qui apparemment est significatif des langues du sud de l'Europe,
comme l'espagnol, le français, l'italien ou le grec. Mais évidemment, la langue des savants du XVIe siècle est, comme le dit Lidenbrock, le latin. Donc on peut facilement dire que l'énigme est en latin. Et oui, le latin, la douce langue de Virgile, comme le dit Axel. Virgile, qui est un poète romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui a écrit entre autres l'Énéide, qui raconte l'histoire d'Énée fuyant Troie pour s'installer dans le Latium en Italie. Bon, c'est évident que les lettres n'ont pas été mises au hasard et sont disposées grâce à un principe, comme par exemple, il faut prendre la lettre d'après ou d'avant dans l'alphabet. Le M deviendrait un N ou un L. Dans tous les cas, il nous faut la clé. Mais en pleine concentration, l'esprit d'Axel s'est échappé en observant le portrait de Grauben. Grauben, la jeune Irlandaise, dont on apprend ici qu'elle et Axel sont fiancés. À l'insu de son oncle, car il est trop géologue pour comprendre de pareils sentiments. La langue tudesque, c'est la langue allemande. L'Alster est une rivière qui circule à Hambourg et qui se jette dans l'Elbe. Bon, Lidenbrock met fin à la rêverie d'Axel, retournons dans le décryptage de l'énigme. Lidenbrock propose que le texte doit être écrit à la verticale et non à l'horizontale. Pour essayer cette hypothèse, Lidenbrock propose à son neveu de retranscrire une phrase verticalement. Voilà ce qu'il écrit, ce qui donne à l'horizontale ceci donc. Un vrai charabia. Mais si on prend la première lettre de chaque mot, J, E, T, A, I, puis la deuxième de chaque mot, M, E, B, I, E, etc., etc., on obtient une phrase qui veut dire quelque chose. Qui veut dire « Je t'aime bien, ma petite Grauben ». Ce qui surprit Lidenbrock. Mais ils passèrent tout de suite à le tester sur le document, ce qui donne avec la première lettre de chaque mot M, E, S, S, U, N, K, A, S, E, N, R, A, I, C, E, F, D, O, K. Et ainsi de suite avec la deuxième, la troisième, etc. On obtient ceci en nouveau charabia. Ce qui fait fuir Lidenbrock de la maison. Fin du 3e chapitre. Et fin de la vidéo. La suite avec la réponse à l'énigme la prochaine fois. Alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas la rater. Au revoir.